Elle travaillait comme réceptionniste d'hôtel, sans se douter qu'elle accueillerait un millionnaire qui allait bouleverser sa vie. L'hôtel Mirador n'était pas le plus luxueux de Montréal, mais il avait du cachet. Situé dans le quartier du plateau Mont-Royal, à quelques rues du parc La Fontaine, cet établissement 4 étoiles attirait une clientèle internationale éclectique. Léna Caron y travaillait depuis presque 3 ans. À 26 ans, elle jonglait entre son poste à temps plein et ses études de philosophie à l'Université de Montréal. Ses collègues la trouvaient un peu trop rêveuse, toujours plongée dans ses livres pendant les moments calmes à la réception. Mais Léna était compétente, parlait 4 langues couramment et savait garder son calme face aux clients les plus exigeants. Ce matin d'octobre, une pluie fine s'abattait sur la ville. Léna observait distraitement les gouttes qui ruisselaient sur les grandes vitres du hall décoré dans un style néo-industriel. La haute saison touchait à sa fin, et l'hôtel était plutôt tranquille. Elle en profita pour relire quelques passages de sa dissertation sur Simone Veil, qu'elle devait rendre dans 2 semaines. Les mots défilaient devant ses yeux pendant que le bruit apaisant de la pluie l'enveloppait dans une bulle de concentration. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit j'aime. Votre soutien est précieux pour la suite de mes créations. Le tintement des portes automatiques l'attira brusquement de sa lecture. Un homme venait d'entrer, trempé malgré le parapluie gris qu'il tenait à la main. Il portait un costume sombre qui semblait valoir cher, malgré son état détrempé, et traînait une simple valise à roulettes. Léna referma discrètement son ordinateur portable et afficha son sourire professionnel. « Bienvenue à l'hôtel Mirador, monsieur, dit-elle en se redressant. L'homme s'approcha. Il devait avoir une 40aine d'années, peut-être un peu plus. Ses cheveux bruns grisonnaient légèrement aux tempes, et de fines rides encadraient ses yeux gris acier. Son visage avait quelque chose de froid, presque sévère, mais ses traits étaient élégants. « J'ai une réservation au nom de Duhamel, dit-il simplement, sa voix grave résonnant dans le hall vide. Léna tapa rapidement sur son clavier. « Mathieu Duhamel ? C'est bien ça ? Une suite pour 1 semaine, arrivée aujourd'hui, départ le 21 octobre ? Exact. » Elle poursuivit les formalités d'usage avec efficacité, tout en l'observant discrètement. Il y avait quelque chose d'insaisissable chez cet homme, une présence. Une assurance tranquille émanait de lui. Il répondait par monosyllabes sans être désagréable, mais sans chaleur non plus. Ses yeux semblaient constamment analyser ce qui l'entourait, comme s'il estimait mentalement la valeur de chaque objet du hall. « Voici votre clé, monsieur Duhamel. Suite 512, au 5e étage. Le service d'étage est disponible 24h24, et notre restaurant est ouvert jusqu'à 23h. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter la réception. » « Merci, mademoiselle, » répondit-il, jetant un rapide coup d'œil au badge accroché sur son tailleur. Elle, Caron. Léna le regarda s'éloigner vers les ascenseurs, intriguée par ce client réservé. Dans son métier, elle avait appris à classer les gens en quelques secondes, les touristes surexcités, les cadres dynamiques, les couples amoureux, les familles bruyantes. Mais Mathieu Duhamel ne ressemblait à aucun de ces profils. Ce que Léna ignorait, c'est que l'homme qui venait d'entrer dans l'ascenseur était l'un des entrepreneurs les plus discrets mais aussi les plus influents du Canada. PDG d'un fonds de capital risque spécialisé dans les technologies propres, Mathieu Duhamel fuyait la presse comme la peste. Sa fortune personnelle, estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, n'était connue que d'un cercle restreint. Contrairement à beaucoup de ses pairs, il préférait les hôtels discrets au luxe tapageur des grands palaces. Les jours suivants, Léna le croisa régulièrement dans le hall. Il partait tôt le matin et revenait tard le soir, toujours seul, toujours en costume parfaitement ajusté, toujours avec cette même expression fermée. Parfois, il lui adressait un simple signe de tête en passant devant la réception. D'autres fois, il semblait totalement absorbé par ses pensées, ne remarquant même pas sa présence. « Mademoiselle Caron, » dit-il en s'approchant du comptoir, « auriez-vous un antidouleur ? J'ai une migraine terrible et j'ai oublié mes comprimés. » Léna fut surprise par cette requête. C'était la première fois qu'il lui adressait la parole pour autre chose qu'un simple échange de courtoisie. « Bien sûr, monsieur. J'ai ce qu'il vous faut. » Elle ouvrit un tiroir sous le comptoir et en sortit une petite boîte de paracétamol qu'elle gardait toujours à portée de main pour les urgences.
Mathieu Duhamel la remercia d'un discret hochement de tête, avala 2 comprimés avec un verre d'eau, puis resta silencieux un instant. Vous travaillez tard, remarqua-t-il en jetant un œil à l'horloge derrière elle. Désignant l'ordinateur de Léna, oh, ce n'est pas vraiment du travail, répondit-elle avec un léger sourire gêné. J'écris ma thèse de doctorat pendant les heures creuses. Une lueur d'intérêt traversa le regard de l'homme pour la première fois. Une thèse? Dans quel domaine, si ce n'est pas indiscret? Littérature française. Je travaille sur l'œuvre d'Albert Camus et son concept d'absurde dans le contexte politique de l'après-guerre. Mathieu Duhamel esquissa un sourire, le premier que Léna lui voyait depuis son arrivée. L'absurde. Un sujet fascinant. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Léna ne put cacher sa surprise. Vous connaissez le mythe de Sisyphe? J'ai étudié la philosophie, avant de me tourner vers les affaires, répondit-il avec une pointe de nostalgie. Camus a toujours été l'un de mes auteurs préférés. Une conversation inattendue s'engagea alors entre la réceptionniste et le mystérieux client. Pendant près d'1 heure, ils discutèrent de Camus, Sartre, de l'existentialisme et de la notion d'absurde. Léna était stupéfaite par la profondeur des connaissances de Mathieu Duhamel, par la clarté de ses idées, par sa capacité à faire vivre des textes qu'elle pensait connaître. Il ne parlait pas comme un simple amateur passionné, mais comme quelqu'un qui avait véritablement vécu avec ces textes, qui les avait intégrés à sa vision du monde. Vous auriez fait un excellent professeur, dit-elle finalement, sincèrement impressionnée. Il eut un rire bref, presque amer. Peut-être, dans une autre vie. Il jeta un coup d'œil à sa montre et parut étonné par leur avancée. Je vous ai retenu trop longtemps. Veuillez m'en excuser. Pas du tout, protesta Léna. C'était une conversation passionnante. Mathieu Duhamel la regarda un long moment, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Vous êtes différente des autres réceptionnistes que j'ai croisées, mademoiselle Caron. Sur ces mots énigmatiques, il lui souhaita une bonne nuit et regagna sa suite, laissant Léna à la fois troublée et intriguée. Le lendemain matin, alors qu'elle terminait son service, le téléphone de la réception sonna. C'était monsieur Duhamel. Pardonnez-moi cette audace, mais, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir? Prise au dépourvu, Léna hésita. Ce n'était pas dans ses habitudes d'accepter ce genre d'invitation de clients. Mais leur échange de la veille avait éveillé quelque chose, une curiosité sincère. Oui. Avec plaisir, finit-elle par répondre. Le dîner eut lieu dans un petit bistrot discret du Vieux-Montréal, que Mathieu semblait connaître parfaitement. Loin de l'homme taciturne des premiers jours, il se révéla être un convive cultivé, chaleureux et profondément attentif. Mathieu s'intéressa à elle, posant des questions sur son parcours, ses études, ses rêves. Léna lui parla de son enfance dans un petit village de Charlevoix, de son arrivée à Montréal à 18 ans, de sa passion précoce pour les livres et de ce besoin presque viscéral de comprendre le monde à travers la littérature. Il l'écoutait avec une attention presque déroutante. Chaque mot semblait résonner en lui, comme si ce qu'elle racontait avait une importance plus grande qu'elle-même ne pouvait le croire. Cette écoute la touchait, et la mettait légèrement mal à l'aise. À son tour, elle tenta d'en savoir plus sur lui. Mathieu Duhamel resta évasif sur certains aspects de sa vie professionnelle. Il mentionna simplement qu'il dirigeait une entreprise d'investissement spécialisée dans les technologies durables. J'ai toujours été fasciné par le pouvoir de transformation de l'argent, expliqua-t-il. Pas pour la richesse elle-même, mais pour ce qu'elle permet d'accomplir. Et qu'avez-vous accompli? Demanda Léna, sincèrement curieuse. Il la regarda un instant avant de sourire, d'un sourire subtil, presque mélancolique. C'est une question difficile. J'ai bâti des entreprises, créé des emplois, participé au développement de technologies qui pourraient, peut-être, améliorer la vie des gens. Mais est-ce vraiment significatif? Je n'en suis pas certain. Cette soirée fut la première d'une série de rencontres. Malgré la fin officielle de son séjour à l'hôtel Mirador, Mathieu prolongea d'1 semaine, puis finit par louer un appartement près du parc La Fontaine. Chaque fois que Léna n'était pas de service, ils se retrouvaient, pour dîner, pour se promener dans les rues du Vieux-Montréal, visiter des expositions, ou simplement discuter dans l'ambiance feutrée de petits cafés.
Mathieu Duhamel n'était pas un homme démonstratif. Mais sa fascination pour Léna était évidente. Il l'écoutait parler de littérature avec un sérieux et une attention qui la bouleversaient. Même ses professeurs à l'université ne lui avaient jamais donné autant de crédit. Un soir, alors qu'ils longeaient ensemble le canal de la Chine, il lui posa une question qui la prit de court. « Que feriez-vous si vous n'aviez plus jamais à vous soucier de l'argent ?» Léna réfléchit un instant avant de répondre, avec sincérité, « Je terminerai ma thèse, bien sûr. Et ensuite, j'aimerais ouvrir une petite librairie spécialisée. Pas pour m'enrichir. Mais pour créer un lieu où les gens pourraient découvrir des textes qui bousculent leur vision du monde. Un espace vivant, chaleureux, pour parler de livres, de pensée, d'art. » Mathieu acquiesça doucement. « C'est un beau projet, dit-il simplement. »« Et vous ?» demanda-t-elle en retour. « Que feriez-vous si vous pouviez tout recommencer ?» Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait jamais. Comme s'il n'avait pas entendu sa question, Mathieu resta silencieux un long moment. Puis, enfin, « Je crois que j'enseignerai, » dit-il doucement. « La philosophie, peut-être. Ou alors, j'écrirai. J'ai toujours voulu écrire un livre. Mais je n'ai jamais trouvé le temps. Ou le courage. » Quelques jours plus tard, Léna reçut un colis à la réception de l'hôtel Mirador. À l'intérieur, elle découvrit une édition originale du mythe de Sisyphe, datée de 1942. Un petit mot manuscrit l'accompagnait, pour vous rappeler que la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. MD. Ce cadeau la toucha profondément. Mais il la troubla aussi. Jusqu'ici, leur lien semblait fragile, respectueux, presque platonique. Or cette attention avait un parfum plus intime, plus personnel. Léna ne savait que penser. Elle ne connaissait que peu de choses de Mathieu Duhamel, sinon qu'il était manifestement un homme fortuné, influent, et très discret sur sa vie réelle. Que voulait-il exactement? Était-elle simplement un passe-temps, une distraction intellectuelle dans un univers d'affaires et de pouvoir? Était-elle juste une parenthèse charmante dans son emploi du temps structuré? Ses doutes l'habitaient encore, lorsqu'un mois après leur première rencontre, Mathieu l'invita à dîner dans un restaurant gastronomique du Vieux-Port de Montréal, un endroit dont Léna n'aurait jamais pu s'offrir ne serait-ce qu'une entrée. Il semblait nerveux, ce qui n'était pas dans ses habitudes. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il enfin, après de longues hésitations. « Je vous écoute, » répondit-elle, prudente. « Ce travail m'a permis de survivre à Montréal pendant des années. Et c'est grâce à lui que je vous ai rencontré. » Mathieu sourit, touché. « Je ne l'oublie pas. Mais réfléchissez, je vous en prie. Le poste est basé ici, à Montréal. Vous auriez un bon salaire, une vraie liberté d'action, et vous pourriez aider d'autres jeunes chercheurs à poursuivre ce que vous avez commencé. » Léna promit d'y réfléchir. Mais plus elle y pensait, plus les doutes s'accumulaient. Cette proposition, était-elle vraiment professionnelle? Ou Mathieu cherchait-il inconsciemment à l'ancrer dans sa vie, à l'avoir plus près de lui? Était-ce une opportunité sincère ou le début d'une relation de dépendance masquée sous des intentions généreuses? D'une manière ou d'une autre, Léna décida de faire quelques recherches sur cet homme énigmatique qui était entré dans sa vie comme un souffle imprévu. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Mathieu Duhamel n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, il figurait parmi les entrepreneurs les plus influents du Canada. Sa société, Duhamel Capital, gérait des fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars, principalement dans le domaine des technologies durables. Il siégeait au conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises et était considéré comme un visionnaire discret, particulièrement engagé dans les innovations écologiques. Quant à sa fondation, la Fondation Duhamel, elle existait bel et bien. Elle bénéficiait d'une excellente réputation dans le milieu culturel francophone, soutenant de nombreux projets éducatifs, littéraires et sociaux. Alors, pourquoi un homme comme lui s'intéressait-il à elle, une simple réceptionniste d'hôtel? Était-ce vraiment leur échange autour de Camus qui l'avait captivée? Ou bien y avait-il quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore? Lorsqu'ils se revirent, Léna choisit de confronter Mathieu avec ses découvertes. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez vraiment ?» Il haussa les épaules, calmement. « Parce que ça n'a aucune importance. »« Mais si, bien sûr que si. Vous êtes un homme influent, extrêmement riche, et alors ?
Est-ce que ça change quoi que ce soit à nos conversations sur Camus? Ou à ce que je ressens quand je vous écoute parler de vos projets? Est-ce que ça rend mes idées plus légitimes? Mes sentiments plus sincères? Léna baissa les yeux, troublée. Non, mais vous savez que ça change l'équilibre entre nous. Il la regarda longuement, avec une intensité désarmante. Ce qui me touche chez vous, Léna, c'est justement que vous me voyez comme un être humain. Pas comme un compte bancaire ou une position sociale. Vous savez combien c'est rare, dans mon monde? Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Léna commença à voir Mathieu autrement. Non plus comme un mécène mystérieux, mais comme un homme solitaire, portant le poids silencieux de ses responsabilités et de son influence. Après plusieurs jours de réflexion, elle accepta finalement le poste à la Fondation Duhamel à une condition, que leur relation personnelle reste strictement distincte de leur collaboration professionnelle. Mathieu accepta sans la moindre hésitation. Les mois suivants furent intenses et profondément transformateurs pour Léna. Elle découvrit un nouveau monde. Celui de la philanthropie culturelle, où ses connaissances universitaires et sa passion pour la littérature étaient enfin pleinement valorisées. Elle mit en place un programme de bourses novateurs, en ciblant notamment les étudiants issus de milieux modestes, ceux qui, comme elle autrefois, manquaient de soutien malgré leur talent. Son travail fut rapidement remarqué et respecté. Non parce qu'elle était l'amie de Mathieu, mais bien pour ses propres mérites, Léna gagnait peu à peu sa place dans ce nouveau monde. Sa relation avec lui évolua également. L'attirance intellectuelle du début céda lentement la place à une connexion plus profonde, plus intime. Mathieu se révélait être un homme complexe, brillant et visionnaire dans ses affaires, mais aussi habité par une solitude sourde et des doutes existentiels qu'il cachait derrière une maîtrise parfaite de lui-même. Un soir, alors qu'il dînait chez Léna, dans le petit 2 pièces du plateau Mont-Royal qu'elle avait tenu à garder malgré son nouveau salaire, Mathieu lui fit une confidence inattendue. « Sais-tu pourquoi j'ai vraiment créé la fondation ?» Léna releva la tête, intriguée. « Il y a 10 ans, j'étais obsédée par la réussite. Par l'argent. Je bossais jour et nuit, sans relâche. Chaque décision, chaque minute, c'était pour faire croître Duhamel Capital. » Il s'interrompit un instant, le regard flou. Et puis un jour, un coup de fil. Mon médecin. Cancer du pancréas. Stade avancé. Il m'a donné 6 mois. Tout au plus. Léna sentit son cœur se figer. Mon Dieu. Mathieu, c'est dans ces moments-là qu'on se demande ce qu'on a vraiment accompli. J'avais amassé des millions, mais pourquoi? Pas d'enfants. Pas de famille proche. Rien de durable. Rien qui ait du sens. Rien qui aurait survécu à moi. Il s'arrêta, les mains jointes, visiblement ému. Et puis, contre toute attente, un essai clinique expérimental. Une rémission miraculeuse. Les médecins n'y croyaient pas eux-mêmes. J'ai eu une seconde chance. Et je me suis promis de ne pas la gâcher. Il se redressa légèrement. C'est là que j'ai créé la fondation. Et que j'ai commencé à réorienter mes investissements vers des projets à impact durable. Écologie, culture, accès à l'éducation. Des choses qui ont un sens. Léna comprit soudain d'où venait cette intensité chez lui, cette façon qu'il avait de savourer chaque moment, chaque échange. Tu as trouvé ton sens, comme dirait Camus, murmura-t-elle. Pas complètement, répondit-il doucement, en lui prenant la main. Pas avant de te rencontrer. Cette nuit-là, leur lien franchit une nouvelle étape. Ce n'était plus seulement du désir ou de la complicité intellectuelle. C'était une reconnaissance mutuelle, une rencontre de 2 âmes en quête de sens. Les mois qui suivirent consolidèrent ce lien. Léna termina brillamment sa thèse. Elle fut invitée à intervenir dans plusieurs universités canadiennes et européennes. Son travail au sein de la Fondation Duhamel prit de l'ampleur, attirant l'attention du milieu culturel francophone et de plusieurs médias. Quant à Mathieu, il apprit à déléguer davantage la gestion quotidienne de son empire. Il se recentra sur des projets personnels, dont un essai philosophique qu'il rêvait de publier depuis des années. Peu à peu, la différence de statut social et financier entre eux, si marquée au début, perdit en importance. Les inquiétudes qui avaient tant préoccupé Léna au début, leur différence de statut, la peur de perdre son indépendance, s'étaient peu à peu dissipées.
Mathieu, malgré son immense fortune, vivait avec une simplicité désarmante. Il préférait de loin les promenades tranquilles sur le Mont-Royal, main dans la main avec Léna, au cocktail mondain ou au gala d'affaires. Il choisissait volontiers un petit bistrot du Mile End plutôt qu'un établissement étoilé du Vieux-Port. Un an après leur première rencontre, Mathieu proposa à Léna de l'accompagner en Grèce. Il voulait lui faire découvrir Athènes, Delphes, et surtout les petites îles des Cyclades, où il avait séjourné durant sa convalescence après son cancer. Ils se marièrent quelques mois plus tard, lors d'une cérémonie discrète à Kamouraska, dans le village natal du père de Léna, au bord du fleuve. Dans les mois qui suivirent, ils réalisèrent l'un des vieux rêves de Léna, ouvrir une librairie indépendante dans le plateau Mont-Royal. Mais ce n'était pas une entreprise commerciale comme les autres, c'était un lieu vivant, avec des lectures publiques, des débats sur la littérature engagée, des ateliers d'écriture pour les jeunes. Une maison d'idées. Mathieu, lui, continua à gérer ses affaires, mais avec une philosophie profondément transformée. Il orienta ses investissements vers des projets à impact social, soutint des start-ups vertes québécoises, et finança la rénovation de bibliothèques publiques en région. Sous l'influence de Léna, il accepta aussi de donner un cours à HEC Montréal sur l'éthique et la philosophie des affaires. Il y partageait avec des étudiants sa vision d'un capitalisme plus humain. De son côté, Léna poursuivait son travail à la Fondation Duhamel, tout en développant sa carrière d'auteur. Elle publia un essai remarqué sur Camus, quelques mois plus tard, un roman inspiré de sa propre histoire, celle d'une rencontre improbable entre deux êtres que tout semblait opposer. 3 ans après leur mariage, ils accueillirent une petite fille, Lucie, un prénom choisi en hommage à La Peste de Camus, un symbole de lumière dans un monde parfois absurde. Mathieu, qui approchait la cinquantaine, découvrit avec elle les joies mais aussi les vertiges de la paternité tardive. Un soir, alors que Lucie venait de s'endormir et que le calme était enfin revenu dans leur appartement au dernier étage d'un vieil immeuble de la rue Saint-Hubert, Mathieu observait le ciel depuis la terrasse. Il se tourna vers Léna, assise à ses côtés avec un roman sur les genoux. « Tu sais, je crois que j'ai enfin trouvé ce que je cherchais toutes ces années. » Elle sourit doucement, sans lever les yeux. « Et c'était quoi ? » Une vie où l'amour, la pensée et la beauté se tiennent ensemble. Et où je n'ai pas besoin de choisir. Un soir d'automne à Montréal, alors qu'un feu doux crépitait dans le poêle de leur appartement du plateau, Léna demanda à Mathieu d'un ton tranquille, « Est-ce que ça t'arrive encore de regretter ta vie d'avant ? L'adrénaline, la vitesse, les deals, le pouvoir, tout ça ?» Mathieu resta silencieux un instant, les yeux fixés sur la lumière orangée qui dansait sur le parquet. « Tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que le succès se mesurait en chiffres. Les millions en banque, les entreprises montées à la chaîne, les contrats signés à la dernière minute dans des tours de verre à New York ou à Singapour. » Il fit une pause, puis poursuivit d'une voix plus basse. « Mais quand le médecin m'a dit que j'avais peut-être 6 mois à vivre, tout ça m'a semblé terriblement creux. J'avais tout, sauf l'essentiel. » Il tourna légèrement la tête vers la petite chambre à côté, où Lucie, leur fille, dormait paisiblement. « Aujourd'hui je sais. Le vrai sens de la vie, ce n'est pas ce qu'on possède. Ce n'est même pas ce qu'on accomplit. C'est ce qu'on partage. C'est l'amour qu'on donne. C'est la manière dont on voit le monde à travers les yeux d'un enfant, ou à travers les tiens, quand tu me parles d'un roman comme si c'était une question de vie ou de mort. » Léna sentit un nœud dans sa gorge. Elle repensa à ce matin pluvieux au musée des Beaux-Arts de Montréal, lorsqu'un homme trempé était entré pour échapper à l'averse, et avait bouleversé le cours de sa vie. Mathieu lui prit doucement la main. « Tu sais, je pense souvent à cette phrase de Camus, dit-il. Que le bonheur et l'absurde sont 2 enfants de la même terre. Que pour donner un sens à un monde qui n'en a pas, il faut accepter son absurdité, et créer son propre sens. C'est ce qu'on a fait, toi et moi. » Léna serra sa main plus fort. Elle leva les yeux vers le ciel clair de novembre, au-dessus des toits noirs du quartier. La vie était étrange, incertaine, parfois brutale, mais aussi d'une beauté inattendue. Elle pensa à ce qu'ils étaient, une réceptionniste littéraire, idéaliste, et un homme d'affaires solitaire à la recherche de sens, réunis par leur amour du langage, de la pensée, et d'un certain goût pour les silences profonds. « À l'absurde, dit-elle, en levant son verre de vin rouge. »« À l'amour, répondit Mathieu, en faisant doucement teinter le sien contre le sien.
Et dans l'immensité d'un univers indifférent, deux âmes autrefois perdues chacune de leur côté avaient trouvé une lumière. Une clarté fragile, mais réelle. Une clarté qu'ils avaient construite ensemble.